Bonjour à tous. Alors, je ne vous parlerai pas de monolithe cette fois-ci, mais par contre, je vais vous parler d'un sujet qu'on n'a pas vu ces dernières années sur le devant de la scène, un sujet qui est pourtant essentiel à nos SI, qui consiste autour du run. À travers le SRE, le site Reliability Engineering, je ne le dirai qu'une seule fois, on va avoir justement des nouvelles pratiques pour être en confiance vis-à-vis de nos systèmes, que ce soit à la fois pour les utilisateurs quand ils vont le manipuler, mais aussi en tant qu'administrateur, quand il va s'agir justement de le garder tout simplement en vie le plus longtemps possible. Il y a beaucoup de pratiques venant du site Reliability Engineering, mais ici, on va en voir principalement trois. Une première autour de l'observabilité, une seconde autour de la testabilité, et enfin, un troisième point autour de l'automatisation des systèmes. Je sais que c'est des termes qu'on revoit aujourd'hui beaucoup dans la littérature et même dans nos quotidiens, mais l'approche SRE, justement, a pour vocation à pousser ces points-là à des niveaux qui peuvent même paraître lunaires, tant ça va changer notre approche et notre conception de la production. Pour pouvoir comprendre comment est-ce que ces pratiques rentrent en fait dans nos SI et la façon dont Google et aujourd'hui d'autres entreprises s'approprient ces pratiques-ci, je vous propose qu'on fasse un cran en arrière et qu'on essaie de comprendre le cycle de vie d'un projet. En général, un projet se conçoit en trois grandes phases. On a une phase d'innovation, je vais découvrir mon projet, je vais découvrir de nouvelles fonctionnalités et je vais chercher justement à vérifier leur viabilité. Une fois qu'on a confirmé celle-ci, on va avoir une phase d'industrialisation, où là, je vais vouloir justement mettre en place un produit qui est prêt à rencontrer mon utilisateur final. Et enfin, je vais avoir une phase de production, où là, je vais justement vouloir chercher à avoir un produit qui va déjà rencontrer son vrai public, chercher justement à ce que celui-ci soit stable face à l'utilisateur. Et pour ça, je vais avoir pas mal d'opérations de suivi et potentiellement aussi de gestion d'incidents, parce qu'on sait toujours qu'une prod et un utilisateur final ne correspond pas forcément aux 4 tests qu'on avait forcément en tête. En général, les deux premières approches, on va vraiment être dans une optique de changement. J'apporte de nouvelles fonctionnalités, j'apporte de nouvelles features à mon système. Et de l'autre côté, on va avoir une équipe plus traditionnelle d'opérateurs qui, elle, va récupérer une tarball ou un ensemble de changements, d'accord ? Mais eux, en fait, ces opérateurs-ci, vu que c'est ceux qui se réveillent pendant la nuit quand il y a des incidents ou ce genre de choses, pour eux, l'introduction de changements dans leur système va à l'encontre de ce qu'ils cherchent eux, qui est la stabilité. Les deux peuvent cohabiter difficilement, et en général, vous vous en doutez que c'est la source de conflit entre ces deux équipes. Et c'est à ce moment-là que va arriver l'approche DevOps, où justement on va chercher à essayer de faire communiquer ces deux équipes. Ça va faire presque 10 ans que cette approche existe, même plus aujourd'hui. Et ce qu'on constate aujourd'hui, et c'est triste à dire, c'est que bien souvent dans les entreprises, on se limite, quand on parle d'approche DevOps, principalement à la partie CI. Alors qu'en fait, c'est bien plus vaste que ça, et c'est également aussi au niveau organisationnel. Et bien souvent, ce fameux mur de la production n'est pas brisé. Ce qui était un envoi de mail auparavant devient aujourd'hui un bloqueur dans une pipeline CI, et qui va rester pendant plusieurs semaines, voire même plusieurs mois, dans certains cas. C'est du vécu. En général, quand ces pain points vont commencer à apparaître, on va avoir ensuite une phase où l'entreprise va commencer à essayer de bouger justement pour essayer de résoudre ces problèmes organisationnels-ci. Et en général, ça va donner naissance à des anti-patterns DevOps, comme ce qu'on peut voir dans le DevOps Topology, une sorte de cousin germain par le même auteur du livre Teams Topology, où on va avoir dedans des anti-patterns et des patterns DevOps appliqués au quotidien. Deux exemples que j'ai vécu et que j'aimerais citer ici, c'est notamment déjà le premier, c'est l'Ops dans une équipe de dev, où là, en fait, on va avoir une sorte de silo interne au sein de l'équipe, en voulant se dire, OK, on va essayer de pluridiscipliner notre équipe, mais en fait, l'Ops va être isolé dans son coin, il va faire son Ops, et de l'autre côté, on va se retrouver avec une équipe de développement qui va continuer à pousser des nouvelles features, et derrière, c'est juste l'Ops qui va les récupérer directement au sein de l'équipe. Ça va parfois même jusqu'à avoir des backlogs séparés, c'est pour dire. Un autre exemple d'anti-pattern, c'est le DevOps outillage, où là, en gros, on va injecter un DevOps pour mettre en place des outils, le fameux SonarQube, ou d'autres outils du même style, pour justement préparer à adoucir la mise en production. Et bien sûr, la mise en production qui sera faite toujours par une autre équipe d'Ops historique, qui, elle, va justement connaître les pratiques pour pouvoir déployer sur son environnement de production. Une des pistes d'amélioration à ça,
Et on voit un des principaux freins, c'est des freins qui sont humains. Et en fait, ce qu'il faut essayer de minimiser, c'est les interactions justement extra-équipe qui peuvent potentiellement ralentir le workflow. Et le critère de succès pour ça, c'est l'autonomie de l'équipe. Je sais que ça peut être compliqué d'un point de vue RH, où effectivement le fait d'avoir une équipe où on retrouve de l'UX, des développeurs, des data scientists, des ops, des gens qui sont spécialisés dans le run, toutes les étapes dans la même équipe, et faire en sorte que toutes ces équipes, tous ces gens cohabitent et sont capables d'échanger de manière à ce que les rôles soient partagés, que tout le monde fasse son tour d'astreinte par exemple, ou que tout le monde puisse participer à la conception du système parce que tout le monde a connaissance, parce qu'il a connaissance de points spécifiques sur le run de l'application derrière. C'est un des premiers points qui est vraiment vital pour que justement pour que mon équipe soit efficace dans sa gestion du changement. Un autre point aussi, ça va être la capacité qu'elle a à faire évoluer son projet seul. Qui n'a jamais vécu le fait de devoir, par exemple, envoyer un mail pour créer une machine, ouvrir un flux réseau? Dans des infrastructures on-prem, c'est des problématiques qui sont très, très communes. Je l'ai vécu il n'y a pas si longtemps que ça, avec quand même 3 bonnes semaines pour ouvrir un port 22. Mais en fait, nous avons justement il faut que justement l'équipe soit la plus autonome possible et sans latence possible. Et pour ça, je vous propose qu'on prenne d'un point de vue service web. Quand j'ai un utilisateur final qui va vouloir aller par exemple sur Amazon, sur une marketplace pour aller acheter quelque chose ou consommer un service, il va simplement se connecter sur son navigateur et là on va lui répondre justement, il va pouvoir consommer son service en autonomie. C'est rapide, hein. On met pas, il n'y a pas de mail à envoyer pour s'inscrire sur GitLab par exemple, et il va avoir rapidement son retour. Il sera autonome pour le faire. Du coup, pourquoi pas faire ça pour nos services? Après tout, c'est vrai. Il suffit juste que notre service web, en fait, derrière, si on se connecte à travers une API, par exemple, pour un déploiement sur un PaaS ou ce genre de choses, si l'API est bien faite et qu'elle potentiellement elle refuse notre application si celle-ci n'est pas compatible pour diverses raisons, on va avoir un gain comme ça en efficacité, parce que l'équipe sera autonome pour le faire. Et ça, on peut imaginer ça pour une plateforme ou plusieurs plateformes. Prenons encore un pas de recul. Notre plateforme PaaS, techniquement, est-ce qu'on ne pourrait pas dire que c'est comme un service web, dans la mesure où cette plateforme PaaS, en fait, elle va avoir les mêmes contraintes qu'un produit classique. Cette plateforme PaaS va s'appuyer potentiellement sur un sur un IaaS, pardon, je vais m'en sortir. Et sur ce IaaS, en fait, à travers des API, elle va pouvoir, par exemple, augmenter sa capacité à faire ce genre de choses. Et tout ça en autonomie. On va pouvoir faire grandir sans avoir à attendre encore et encore d'autres équipes. Pour qu'une plateforme comme un service fonctionne correctement, 3 critères qui sont clés. Un critère de fiabilité. Je veux que quand je pose mon application sur un socle d'infrastructure, si mon socle se casse la figure tous les 5 matins, ça ne va pas m'intéresser. Un autre aussi enjeu qu'on a, c'est un enjeu de compatibilité avec les besoins de l'équipe. Si j'ai une équipe qui est entièrement constituée de développeurs en Python et que ma plateforme propose qu'une API en Java, un SDK en Java, pour la joindre, ça ne va pas forcément répondre aux besoins de mon application. Et si je dois écrire tout mon code Python en Java pour pouvoir que ça matche, il y a un problème quelque part. Enfin, troisième problématique, et ça c'est aussi pareil, un constat qui est un petit peu triste aujourd'hui, c'est que l'aspect infrastructure et l'aspect sécurité sont à la fois discrets. Il n'y a pas beaucoup de retours, entre guillemets, visuels, démontrables, et ça n'incite pas aujourd'hui, quand on fait du développement, à travailler sur ces sujets-ci. On va avoir tendance à prioriser des features qui, eux, sont beaucoup plus visuelles. Et pour ça, justement, l'idée, c'est de faciliter au maximum l'intégration avec ces outils-là, en mettant en place des mécanismes simples pour que les développeurs puissent perdre le moins de temps possible à travailler sur ça et avoir derrière une intégration la plus fiable et sécurisée possible. On va dire le gros mot, on va parler de développeur experience ici, où en gros, on va justement vouloir faire en sorte que nos développeurs passent entre guillemets un bon moment et qu'ils soient simples pour pouvoir déployer sur leur plateforme. En général, si vous avez ces 2 critères-là, vous allez être capable d'aller en production efficacement et à pousser des changements efficacement. Maintenant, à ce moment-là, vous allez rencontrer une autre problématique, celle de la charge opérationnelle. Plus vous allez avoir d'utilisateurs, et plus vous allez avoir d'actions manuelles à faire. Par exemple, si je dois dupliquer mon service parce qu'il y a une zone réseau qui est isolée et que je ne peux pas du coup joindre mon service, que je dois aller faire un rapport pour tout simplement établir justement un état du système, par exemple,
etc. Plus je vais avoir d'utilisateurs, plus cette tâche, plus je vais avoir de nombre de tâches comme ça, et plus ça va grossir dans ma charge totale de mon équipe. Et si mon équipe est à charge constante, progressivement, celle-ci va s'enliser dans un marais de ces tâches-là. Elle va bientôt plus être capable de développer de nouvelles fonctionnalités. Là, elle va vraiment se retrouver complètement bloquée dans ces tâches-ci. Ou du moins, elle va pouvoir avancer très très lentement. C'est à ce moment-là qu'on arrive au titre de cette présentation, avec le SRE. Le SRE, justement, c'est l'approche qu'a trouvé Google pour résoudre cette problématique-là. On va avoir une équipe dédiée qui va charger du run, donc on va retourner dans le pattern justement où on a deux équipes, sauf que ces deux équipes-ci, en fait, vont être liées à travers un contrat. Cette équipe SRE, elle est capable de faire justement, c'est des développeurs logiciels, et qui vont justement traiter leurs problématiques comme telles. Et à travers le logiciel, ils vont tenter de résoudre leurs problèmes. Enfin, avant de passer à la slide d'après, un petit point assez important, le SRE n'est pas DevOps. C'est vraiment deux méthodologies, c'est deux philosophies qui synergisent extrêmement bien. C'est pour ça que beaucoup de gens pensent même que l'un est un superset de l'autre ou inversement. Mais par contre, il y a vraiment un changement de point de vue. Là où avec le DevOps, je vais être dans une approche de je pousse progressivement mes fonctionnalités, je gère vraiment mon workflow jusqu'en production. L'approche SRE, elle, on va vraiment faire une focale sur le run du produit et on va se dire, voilà, j'ai besoin d'avoir un produit qui soit le plus fiable pour mon utilisateur final. Comment est-ce que je le fais? Pour revenir au contrat dont on parlait tout à l'heure, ça va avoir un lien avec la charge de cette équipe SRE. Une équipe SRE, en général, on a deux types de charges. Une charge opérationnelle, donc les tâches opérationnelles classiques, qui vont occuper 50% maximum du temps, et c'est très important. Dans cette charge opérationnelle, on va retrouver tout ce qui est gestion d'incidents, tout ce qui est demande de support. Aussi, les post-mortem pour la capitalisation sur tout ce qu'on a eu dans les incidents. Et aussi la partie overhead. Vous savez, toute cette partie administrative, les réunions, la participation justement au cadrage des projets, etc. C'est une part de temps non négligeable qui est inclue dedans. Mais là où va se différencier l'approche SRE, c'est que l'ingénierie, on va avoir vraiment des tâches d'ingénierie, et plus de 50% de la charge va être dédiée à ça. Et cette ingénierie-ci, elle va mettre en place des projets qui vont réduire les charges opérationnelles vues au-dessus. Et progressivement, ce qui va se passer, c'est que l'aspect ingénierie va grignoter la part de tâches opérationnelles jusqu'à ce que celle-ci réduise drastiquement. Dans les faits, ça ne réduit pas à ce point-là, dans la mesure où constamment notre projet va évoluer, mais on va justement chercher à minimiser la charge opérationnelle, qui est redondante, manuelle et potentiellement, même très souvent, pénible pour les opérateurs. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'un contrat. On a notre équipe de développement, ou une Streamline Team, pour citer Teams Topology, qui va d'abord commencer à mettre en place un produit. On va construire des fonctionnalités, et si on estime que ce produit-ci est critique pour l'entreprise, qu'elle a besoin d'avoir un haut niveau de service, ou qu'elle va avoir beaucoup d'utilisateurs, dans ces cas-là, on va avoir, c'est à ce moment-là où une équipe SRE va rentrer en jeu. L'équipe SRE n'est pas obligatoire, c'est facultatif, c'est vraiment dans ce genre de cas spécifique. Et elle va commencer par apporter des conseils à l'équipe sur comment faire en sorte que sa mise en production se fasse doucement, parce qu'ils sont quand même spécialisés là-dedans. Une fois que le projet va suffisamment évoluer, dans ces cas-là, l'équipe SRE, au moment du go-live, va prendre le run de l'application. Et si cette application-ci a une opérabilité faible, c'est-à-dire qu'il y a trop de tâches opérationnelles qui se dégagent de celle-ci, ou qu'il y a une baisse du nombre d'utilisateurs, ou que l'application n'est finalement pas si critique que ça, dans ces cas-là, on va avoir un repassage du run, justement, à notre équipe de développement. Et comme ça, on va tomber dans une boucle où on va retravailler sur la stabilité de l'application pour améliorer l'opérabilité. Par exemple, s'il y a un retour d'utilisateur, on va repasser dans le stade où les SRE fait le run et l'équipe de développement fait le build. On arrive à nos pratiques. Et le cœur, justement, pour être capable de comprendre ce contrat-ci, c'est l'observabilité. L'observabilité, du moins c'est ma définition, c'est la capacité qu'on a à comprendre le fonctionnement d'un système à travers ce qu'il expose au quotidien. Bien souvent, on a tendance à se baser sur les trois grands piliers. À mon sens, il y en a d'autres, autour notamment des métriques, un comportement chiffré que va nous ressortir l'application dans le temps, les logs, un moment où je vais passer un événement où quand je vais passer dans mon code à un certain endroit, on va m'afficher une ligne pour m'indiquer justement qu'il s'est passé quelque chose, et les traces, qui sont pour les systèmes les plus complexes, un moyen de tracer la requête justement à travers notre système. Grâce à ça, on a la capacité à comprendre
le fonctionnement et les potentiellement identifiés dysfonctionnements de notre système. Maintenant, c'est de la donnée qui est brute. En donnant un sens métier, parce que nous, en fait, au quotidien, on manipule, techniquement, on va manipuler des métriques, mais on a la capacité, entre guillemets, à réfléchir et à comprendre le sens de ces informations-ci. On va être capable de leur donner un sens, et à travers des outils de monitoring, on va être capable de synthétiser l'état de notre système à travers des dashboards et des alertes qui auront du sens pour nous. Le SRE va encore plus loin sur cette partie-ci, vous allez beaucoup l'entendre celui-là, va encore plus loin sur cette partie-ci et va carrément se servir de ça pour sa gestion du changement. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir les fameux SLO, c'est-à-dire qu'en gros, on va décrire à travers des métriques, à travers des paliers, des objectifs qui vont représenter le bon fonctionnement de mon service. Et une fois, et justement, on va vraiment gérer le changement à travers ça. C'est-à-dire qu'en fait, imaginons que, car en fait, on va déduire un budget du temps passé justement au-dessus de cet objectif, et c'est vraiment ça qui va gérer le changement. Prenons par exemple un exemple, j'apporte un changement à une nouvelle fonctionnalité, et je dois avoir un temps de réponse sur mon site, donc c'est mon objectif, c'est mon SLO, un temps de réponse de moins d'1 seconde. Si le changement que j'apporte fait que ça dégrade ce temps-là et que ça passe au-dessus d'1 seconde, le temps que je mette à faire repasser mon temps via des rollbacks ou ce genre de choses en dessous de cette seconde, et ben en fait, le temps de remédiation va dégrader ce budget. Et progressivement, ce budget va devenir au plus proche de 0. Et une fois qu'on est à 0, on bloque littéralement les changements et on passe dans une phase de stabilisation. C'est-à-dire qu'on va chercher justement à faire en sorte que mon système soit le plus stable et le plus fiable possible. Et on met de côté l'aspect mise en place de features. C'est là qu'est le trade-off principal du SRE, sur la partie service, enfin gestion des services. On a vu la partie observabilité, et là on est vraiment sur de la réponse sur incident. Maintenant, il y a un moyen pour éviter justement de déclencher des incidents et faire descendre ce budget-ci. Certains le pratiquent, j'espère tout le monde d'ailleurs, les tests. On a tous déjà eu le cas d'une test suite qui passe au vert, et pourtant on s'est quand même retrouvé, suite à des problèmes en production, un comportement utilisateur, à des problèmes. Par contre, une test suite qui passe au rouge lors de la phase de test, c'est potentiellement des changements qui ne sont pas poussés en production. Que mon système, qui est censé n'être pas fiable, a été détecté en amont. Et ça, justement, c'est vraiment au cœur du SRE dans leur démarche. Bien sûr, on va retrouver tous les tests classiques. Tests en phase de développement, avec les fameux tests unitaires, les tests d'intégration, les tests système, avec tout ce qui est performance, régression, et toutes les pratiques associées, par exemple le TDD, ce genre de choses. On va également voir aussi des tests de phase de production classiques, tests de configuration, stress test, ou même, pour les plus avancés, du canary deployment, où je vais tester sur une portion de mes utilisateurs une fonctionnalité pour voir justement que mon système se comporte bien et minimiser justement l'impact sur le reste des utilisateurs. Tout à l'heure, je vous disais qu'on allait aller encore plus loin. Et bien, le SRE, en fait, ils vont apporter une couche de tests supplémentaires, mais cette fois-ci sur notre environnement de production. On teste en prod. C'est beau. On va retrouver nos tests système, tests de performance, tests de régression, toujours. Et on va également retrouver des tests qui sont aujourd'hui, comme les tests de fonctionnement, qui sont assez communs aujourd'hui. Un exemple tout bête, pour ceux qui ont déjà fait du cloud provider ou du Kubernetes, on va retrouver par exemple les health-check probe, les liveness probe, les readiness probe. Tout ça, par exemple, c'est des genres de tests qu'on utilise pour vérifier que mon système est fonctionnel. Je le ping, il répond, je le ping, il répond, etc. On va également avoir aussi une partie de gestion des environnements. C'est-à-dire qu'en fait, on va tester le drift entre les environnements. Alors, pas comme le drift comme on a vu tout à l'heure, mais là, on est vraiment sur mon environnement de production, il va évoluer d'une façon dont je peux difficilement prévoir. Et l'idée, c'est qu'en fait, pour que mes environnements de test, de développement soient les plus fiables possibles, je vais vouloir chercher à faire converger mon environnement de développement vers mon environnement comme mon environnement de production. Modulo, le RGPD, ce genre de choses, bien évidemment. Enfin, on va avoir des tests autour de l'outillage, parce qu'évidemment, il y a pas mal de développement, et du coup, du développement d'outillage, tests d'outils scalabilité, tests du disaster recovery pour vérifier que tout fonctionne correctement, tests des outils de test, ça arrive aussi. Et aussi, ce qu'on va voir, c'est qu'on va avoir des tests, justement, proactifs pour essayer d'identifier des pannes dans le système. Donc pour ça, justement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'identifier des points d'échec dans mon système, et on va essayer tout simplement de déclencher cette panne. Certains d'entre vous, je les vois sourire, penseront au chaos engineering en voyant ça, et c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont déclencher proactivement des pannes, mais quand même de façon ordonnée.
Ils vont émettre une hypothèse sur un point d'échec, par exemple sur une base de données MySQL, dans un cluster. Imaginons que si je coupe un nœud spécifique, tout tombe en vrac. Ils vont mettre en place une procédure de rollback avant de déclencher l'incident. Et comme ça, ils seront prêts au moment où ils vont déclencher l'incident qui va lever de vraies alertes. Ils vont être capables justement de fixer rapidement le problème, ou du moins plus efficacement que s'ils n'étaient pas prêts. Et surtout, il y aura derrière, comme pour un vrai incident, une écriture de post-mortem où dessus on va récupérer des feedbacks sur qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui n'a pas marché et qu'est-ce qui pourrait être améliorable. Et par amélioration du système, j'entends déjà réparer la cause de l'incident, mais également aussi, pourquoi pas, des améliorations sur le monitoring, des manques sur l'observabilité, ce genre de choses. Ce qui est assez cool avec cette approche-ci, c'est qu'aujourd'hui, on arrive à une époque où il commence à y avoir des outils open source qui nous permettent justement de mettre en place cette approche-ci as code. Je pense notamment au Chaos Toolkit, qui va justement nous permettre d'écrire as code toute cette démarche-ci, la lancer, et à la fin, on va se retrouver avec un test rouge. Et du coup, après avoir fixé, on va pouvoir faire évoluer toute cette expérimentation en test de résilience qu'on pourra jouer encore et encore pour sécuriser le système et avoir un système plus fiable. Là, vous le voyez, on est toujours dans la résolution d'incidents. C'est-à-dire qu'on a vraiment des gens qui vont aller se lever potentiellement. Enfin, normalement, s'ils les déclenchent d'eux-mêmes, ils se lèveront plus à 2h du matin, mais ils vont justement déclencher et réparer ça pendant leurs heures. Maintenant, passons au niveau encore au-dessus. Et cette fois-ci, tout à l'heure, je vous ai parlé d'automatisation des systèmes. On va aller encore plus loin et on va parler d'autonomisation des systèmes. C'est-à-dire que l'objectif final du SRE, c'est d'être capable de rendre les systèmes autonomes de manière à ce qu'ils soient capables d'identifier et de résoudre par eux-mêmes leurs dysfonctionnements. Ça paraît dingue. Prenons un exemple. En termes, justement, par exemple, reprenons notre base de données MySQL de tout à l'heure. Faire une bascule MySQL, c'est une plaie. Je pense qu'on l'a tous, ceux qui ont déjà manipulé des bases de données relationnelles, les ont déjà vécues. Mais prenons en fait, ce qui va se passer, c'est que si un jour j'ai cet incident, mon opérateur il va se connecter sur cette base, il va faire des actions manuelles pour justement remettre le système en état. Il va le faire une fois, il va le faire 2 fois, il va le faire 3 fois, et il ne le fera pas une 4e fois, il va en avoir marre. Donc ce qui va se passer, c'est qu'il va commencer à écrire des scripts spécifiques à notre système, à son système, justement, pour automatiser toutes ces tâches-ci. Ça peut être des scripts, ça peut être des playbooks. Le choix vous appartient. Au bout d'un moment, son système, il va grossir, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au bout d'un moment, il ne va pas avoir un exemplaire de son système, il va en avoir 2, 10, 20, 50. Bon, 50, c'est compliqué quand même. Mais il va avoir vraiment énormément de choses, et du coup, il va avoir besoin de rendre son script générique pour être capable de s'adapter, à travers divers inventaires, par exemple, à ces différents contextes. En général, c'est là où s'arrêtent les gens aujourd'hui, et c'est vraiment la partie opérateur-consommateur qui va justement faire tout ce travail-là. Changeons de point de vue maintenant. Vous n'êtes plus opérateur-consommateur de l'offre, mais c'est le produit que vous proposez. Vous connaissez mieux quiconque le système. Pourquoi ce ne serait pas à vous de mettre en place ces scripts génériques pour justement aider les gens à faire cette bascule? Et on peut pousser la chose encore plus loin, et là on arrivera vraiment à un système qui sera capable de se fixer tout seul. C'est pourquoi ne pas être capable d'intégrer dans mon système des mécanismes de détection d'erreurs et de lancer le mécanisme de réparation automatiquement. Ça paraît fabuleux. Pour la remédiation d'un service, par exemple, on pourrait imaginer, après la levée d'une alerte, non pas un être humain qui récupère via son badger ou son portable l'alerte en question, mais un robot qui va intercepter via un webhook cette information-ci et qui va derrière réparer le système pour nous. Si ça marche, tant mieux, on a stabilisé le système. Et si ça ne marche pas, effectivement, là, on va pouvoir réveiller quelqu'un pour réparer le système. Sauf que cette personne-ci, elle va prendre du temps en plus, et c'est le travail d'ingénierie dont on parlait tout à l'heure, pour donner à notre bot la capacité, justement, que ça n'arrive pas une fois suivante. Et comme ça, justement, on aura éliminé définitivement cette opération manuelle. Ces choses-là, ça paraît vraiment être quelque chose de difficilement atteignable, et pourtant, parfois, dans vos SI aujourd'hui, vous les côtoyez déjà. 2 patterns qu'on retrouve aujourd'hui dans nos applications, c'est par exemple le pattern internal, qui va être en fait au niveau de notre application. On va avoir des bibliothèques qui vont être capables
de gérer, par exemple, les bases de données sous-jacentes, les modèles de données sous-jacentes. Un exemple que je pourrais donner, c'est Flyway, par exemple, qui fait ça, qui gère les migrations, les montées et les descentes de version de nos bases de données. Pour ceux qui sont familiers du monde Kubernetes, le pattern opérateur, qui est aujourd'hui plus qu'omniprésent, qui va justement être un petit soft qu'on va déployer à côté, et qui va se charger justement de surveiller l'intégralité de notre système pour pouvoir justement le faire tendre et le réparer si besoin. Scaler un nœud, ce genre de choses. Je pense notamment aux opérateurs type opérateur Kafka, opérateur Spark, pour le monde de Kube. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça existe aussi en dehors de Kube. Je pense notamment, pour reprendre mon ami le MySQL de tout à l'heure, à Vitess, qui gère ça justement pour MySQL, mais aussi le fameux Patroni pour Postgre. Vous verrez que ces mécanismes-là, couplés aux notions d'observabilité, de testabilité, progressivement, votre charge opérationnelle, en supposant que votre projet n'évolue pas, va diminuer progressivement et chuter. Maintenant, dans la vraie vie, on le sait tous, nos projets évoluent au jour le jour. Et cette charge opérationnelle, on se rappelle, elle grandit. Et ce qui va se passer, c'est que la chute de celle-ci, couplée à sa montée naturelle, va faire en sorte qu'elle va se lisser, elle va se tendre vers un plateau. Et à ce moment-là, on arrivera à ce qu'on appelle le mode sublinéaire, qui est une des cibles du SRE, et qui va nous permettre de conserver cet objectif de 50%. Pour résumer, 3 points. Un point autour de l'observabilité. Si vous commencez à travailler votre observabilité, vous améliorez votre testabilité et que vous essayez de rendre au maximum vos équipes autonomes en dédiant du temps pour ça. Et si vous faites en sorte que vos équipes sont les plus autonomes possibles dans la gestion de leurs changements, vous verrez que votre run sera beaucoup plus efficace et vos nuits plus douces. Merci à tous.